on commence le cours sur la programmation dynamique et on va illustrer ça par un problème qui est un problème classique et important de l'optimisation combinatoire, c'est le voyageur de commerce. Je vais vous dire de suite pour commencer ce qu'est ce problème et vous allez voir à quoi il correspond. Il correspond à l'optimisation de tournée. Donc en entrée, on vous donne un ensemble de villes qu'on note C1 jusqu'à Cn et une fonction de distance entre ces villes. C'est-à-dire que pour tout couple de villes, pour tous les couples, vous avez la distance qui est définie. D'accord ? Pour tous les couples CI, CJ, vous avez une distance entre les deux villes. Ça ne veut pas dire que les deux villes, elles sont placées dans le plan, okay ? Ou dans un espace métrique. Les deux villes, elles ont une distance entre elles, mais on ne sait pas d'où elle vient, cette distance. Okay ? Donc vous avez n villes, et pour tous les couples de n villes, vous avez la distance. D'accord ? Donc, on peut les représenter sous forme de graphe, pourquoi pas ? Si on les représente sous forme de graphe, c'est un graphe complet. D'accord ? Vous avez la possibilité d'aller de n'importe quelle ville à n'importe quelle ville, et pour chacune, vous connaissez la distance. Okay ? Si ça, c'est la ville I et ça, c'est la ville J, vous avez la distance. Alors ici, j'ai noté plutôt DCI, CJ. Okay ? Ça, c'est la ville CJI et ça, c'est la ville CJ. Et vous avez la distance définie comme ça pour tous les couples de somme. Ce qu'on vous demande, c'est de trouver un tour de longueur minimum. Alors, qu'est-ce qu'un tour ? Un tour, c'est une permutation des villes, ce qu'on note comme ça, d'accord ? C'est indice Pi1, Pi1, ça veut dire Pi1, c'est la première ville que vous visitez, Pi2, c'est la deuxième, Pn, c'est la nème. C'est une permutation des villes, et la longueur du tour, c'est la longueur du tour qu'on considère comme circulaire. Donc, on considère que vous partez de Pi1, la ville Pi1, vous allez jusqu'à Pn, et vous revenez en Pi1. Du coup, la longueur du tour, c'est la somme de la distance entre Pi et Pi plus 1, pour i qui vaut de 1 à n-1, et vous bouclez la boucle, plus la distance de Pn à Pi1. Okay ? Donc ça, un tour, si je donne un exemple, voilà, par exemple, des villes comme ça, si je fais un tour en rouge, je peux faire un tour comme ça. Okay, je suis parti de là, et je suis revenu là, en ayant visité tout le monde une seule fois. C'est ça que dit une permutation. Et puis il y en a plein, des possibles, d'accord ? Je peux faire plutôt comme ça, si je veux. J'étais parti de où ? J'étais parti là-bas aussi, c'est ça ? Oui, de toute façon, il n'y en a qu'un qui est de 2 mètres 3, tac, je reviens. Non, par contre, ça ne va pas, ça. C'était comment ? J'étais parti de celui-là ou pas ? Je suis parti de celui-là, je fais quoi ? Ça. Ah oui, non, si, ça c'est bon. Okay, c'est cette arête qui porte un peu à confusion. Je vais la redessiner mieux. Si, on peut aller de où on veut à où on veut. Voilà, comme ça. Oui, on n'est pas passé en haut à droite. Oui, c'est vrai, on n'est pas passé au premier. Si je ferme le tour maintenant, ça va pas. Ouais, donc ok. Vous voyez que j'arrive pas à faire un tour déjà. Le cours commence mal. Donc là, j'ai pas trop le choix, je vais faire ça. Bon, je voulais en faire un plus différent que le premier, mais tant pis. Qu'est-ce que je peux faire de vraiment bien bizarre ? Je vais faire quoi ? Je vais faire un peu comme ça, comme ça, comme ça. Je reviens sur mes pas, je vais là-bas où je suis jamais allé et je reviens ici. Voilà, ça c'est bizarre. Et c'est un tour. Okay ? Je suis parti de là, je suis revenu là. Dans le bleu, j'étais parti de là et revenu là. Okay ? Voilà, c'est un tour, c'est ça. C'est visiter toutes les villes, une et une seule fois, dans l'ordre que vous voulez, de façon circulaire. Et la longueur, c'est la somme des distances entre deux villes consécutives du tour pour revenir jusqu'à la première. C'est ça qu'on veut optimiser. On vous a donné un ensemble de villes, on veut trouver un tour de longueur minimum. Donc vous voyez, c'est vraiment l'idée d'optimiser une tournée de livraison par exemple. Mais en fait, ça a des applications bien plus loin que ça. Ce problème, c'est encore un problème qui est assez puissant au niveau codage de ce que vous pouvez représenter par cette situation. Par exemple, je sais que ça sert dans l'optimisation de placement des composants électroniques sur les circuits intégrés. C'est un problème qui pointe dans le meilleur placement optimal pour limiter la quantité de cuivre que vous mettez entre les composants, des choses comme ça. C'est pas évident de voir pourquoi ça correspond à ça, mais ça se réduit à ça. Ok, donc ce qu'on demande, c'est un tour minimum, c'est-à-dire un tour de longueur minimum. C'est ça la définition d'un tour minimum. Donc oui, les applications, j'en parle ici, donc classique, c'est dans les transports, hein, c'est ce qui se pose
tout le temps dès qu'on fait des livraisons. Dans quel ordre est-ce qu'on va faire les tournées? En électronique, voilà, j'ai parlé de ça, minimisation de la longueur des câblages entre les composants des circuits intégrés, et il y en a d'autres, mais que je n'ai pas en tête. Ce problème, comme je vous ai dit, comme tous les problèmes intéressants, comme tous les problèmes qui se retrouvent souvent en pratique, pourquoi il est intéressant? Mais ça va avec le fait que souvent il est difficile. Il est intéressant parce que c'est ce que vous voulez optimiser, mais il y a une espèce de loi naturelle qui est que ce qui vous intéresse vraiment, souvent c'est difficile. Okay? Ce qui est moins intéressant, c'est ça, qui serait de toute façon facile. Donc ce problème, il est NP complet. Alors la dernière fois, il y a une de vos camarades qui m'a fait remarquer que j'avais fait une approximation de langage en disant justement que le problème est NP complet. On ne peut pas dire de problèmes d'optimisation qui sont NP complets. Ce n'est pas correct d'un point de vue mathématique parce que NP complet, on le dit que pour les problèmes de décision. D'accord ? Or là, ce n'est pas un problème de décision. Problème de décision, vous savez ce que c'est, vous avez un cours sur ça, c'est quand on répond oui ou non. Là, nous, on ne répond pas oui ou non, on cherche à optimiser un truc et à trouver le maximum, le minimum d'un truc. Donc on ne peut pas dire le problème il est NP complet. On peut dire il est NP difficile. NP difficile, justement, c'est les problèmes qui ne sont pas des problèmes de décision et qui se réduisent de façon polynomiale et l'inverse, et que les problèmes NP complets se réduisent de façon polynomiale à eux. Par exemple, c'est clair que si vous résolvez, donc le problème de décision associé à un problème d'optimisation, il est toujours évident en fait. C'est est-ce qu'il existe une solution, si vous faites un problème de minimisation, est-ce qu'il existe une solution inférieure à K? Okay. Existe-t-il une solution d'objectif inférieur à K? Okay. Par exemple ici, est-ce qu'il existe un tour de longueur inférieur à K? Est-ce qu'il existe alors, si c'est un problème de maximisation, est-ce qu'il existe un stable maximum, est-ce qu'il existe un stable de taille supérieure ou égale à K? Okay. Donc ça, c'est le problème de décision associé. C'est celui-là dont on dit qu'il est NP complet. Le problème d'optimisation, on dit qu'il est NP difficile. Ça doit être clair pour vous que si vous résolvez le problème d'optimisation, vous résolvez le problème de décision. Si vous le résolvez en temps polynomial, le problème d'optimisation, vous résolvez le problème de décision. Pourquoi ? Parce que si vous trouvez le cas maximum ou le cas minimum, la longueur du tour minimum, après répondre au problème est-ce qu'il existe un inférieur ou égal à K, c'est juste regarder est-ce que le minimum il est inférieur ou égal à K. Donc si vous connaissez l'optimum, vous pouvez répondre au problème de décision. Okay. Alors pourquoi est-ce qu'on est venu sur ça avec votre camarade? Parce qu'elle me demandait, vous avez dit que le problème est NP complet. J'ai dit oui, j'ai dit ça. Du coup, les problèmes NP complets, ils admettent un certificat polynomial. J'ai dit oui, c'est vrai, je signe. Et elle m'a dit, alors c'est quoi le certificat polynomial pour le problème du stable maximum? Là, je ne voyais pas trop. Et j'ai mis un moment à voir qu'il n'y en avait pas. Parce que ce n'est pas un problème de décision. Okay, les certificats polynomiaux, ça marche pour les problèmes NP complets, pour les problèmes NP qui sont des problèmes de décision. Okay. Si vous résolvez à l'inverse, donc ça doit être évident pour vous que si vous résolvez le problème d'optimisation, vous résolvez le problème de décision. À l'inverse, est-ce que c'est vrai? Si vous résolvez le problème de décision, est-ce que vous en temps polynomial, est-ce que vous résolvez en temps polynomial le problème d'optimisation? Oui. Si on arrive à résoudre le problème de décision en temps polynomial, il n'est pas forcément dit qu'on arrive à résoudre le problème d'optimisation en temps polynomial. Eh si, il y a une façon de faire, c'est clair. Si je vous donne un algo polynomial pour le problème de décision, par exemple, raisonnons sur stable max. Je vous donne un algo polynomial pour résoudre le problème de décision de est-ce qu'il y a un stable plus grand que K, je prétends que vous pouvez trouver l'optimum, la taille maximum d'un stable en temps polynomial.
Exactement, d'accord. La taille du stable maximum, de toute façon, ce sera entre 1 et n. Donc vous essayez tout. Vous faites n fois l'algo polynomial et vous demandez est-ce qu'il y a un stable plus grand que 1, est-ce qu'il y a un stable plus grand que 2, est-ce qu'il y a un stable plus grand que 3, est-ce qu'il y a un stable plus grand que 4. Et vous regardez le plus grand pour lequel il vous a répondu oui. Vous avez résolu le problème d'optimisation à partir de l'algo polynomial pour le problème de décision. Donc ils sont quand même très proches ces problèmes. Ce n'est pas une réduction polynomiale ça, au sens où vous l'avez vu dans votre cours de complexité, mais par contre si vous avez un algo polynomial pour le problème de décision, vous avez un algo polynomial pour le problème d'optimisation associé. Puis même, on peut faire un peu mieux que ce qu'on a dit. Un bon étudiant n'essayerait pas toutes les possibilités, il ferait une dichotomie. Est-ce que c'est plus grand que n sur 2, oui ou non? Est-ce que c'est plus grand que n sur 2 plus n sur 4, oui ou non? Et voilà. Bon. Donc en faisant log n fois l'algo polynomial, par un facteur log n de plus, vous résolvez le problème de décision. C'est pas très cher payé. Le problème d'optimisation plutôt que le problème de décision. Ok, je voulais clarifier un peu ça, du coup, j'espère que ça clarifie. En tout cas, ces distinctions, il faut que vous les maîtrisiez. Donc, pour finir la discussion, du coup, le mot qui convient dans notre cas, c'est NP difficile. Et alors, pour vraiment embrouiller les choses, NP difficile, c'est utilisé dans deux cas. Soit pour les problèmes qui ne sont pas des problèmes de décision, et qui sont au moins aussi durs que les problèmes NP complets, soit pour les problèmes qui sont de décision, et qui sont plus durs que des problèmes NP complets. Okay. Donc c'est utilisé à la fois quand ce n'est pas des problèmes de décision et à la fois quand c'est des problèmes de décision. Ok, on arrête sur cette parenthèse. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un algorithme exponentiel en 2 exposants n pour résoudre ce problème du voyageur de commerce par la programmation dynamique. Là, normalement, vous devez dire quoi? C'est bien ou pas de faire un algo en 2 exposants n? Ouais. Si on est de retour avec l'exponentiel, donc du coup ça va, même si on a 2 exposants n qui est le 2 qui est le chiffre petit, on reste toujours en temps exponentiel. Oui, c'est exponentiel, ça on est d'accord, ok, c'est exponentiel. Est-ce qu'on a espoir de résoudre le problème mieux qu'en temps exponentiel? Ça dépend à quel niveau d'espoir vous êtes, mais moi j'en ai peu. Parce qu'on sait que c'est quand même NP difficile, comme on vient de le dire. Donc il n'y a pas d'algo polynomial normalement. Ou alors grosse surprise dans le monde scientifique. Donc on ne va pas faire mieux que l'exponentiel. Bon, donc quelque part il y a quelque chose qui n'est pas surprenant, c'est qu'on ne va pas faire mieux que l'exponentiel. Par contre, 2 exposants n en général, c'est la complexité de l'algo brute force, comme on avait vu. C'est celui qui regarde toutes les possibilités. D'accord? Donc 2 exposants n en général c'est pas des super complexités, même exponentielles quoi. Il n'y a pas besoin de se battre beaucoup pour avoir du 2 exposants n, en général c'est l'approche de base, elle fait ça. Donc là on dirait que c'est vraiment pas génial ce résultat que je vous propose. Alors on va voir pourquoi en fait c'est bien et pourquoi il faut un peu se battre pour arriver à faire du 2 exposants n. C'est parce que l'algo brute force il est beaucoup plus coûteux que ça. Ça peut être pire que de l'exponentiel. Les complexités des algorithmes, ça peut être bien pire, et c'est le cas ici. Alors regardons, qu'est-ce que c'est l'approche brute force pour résoudre le problème du tour minimum? L'approche brute force est toujours celle où on essaye toutes les possibilités. Donc vous essayez tous les tours possibles sur n villes, toutes les permutations des villes. Pour chacun de ces tours, vous calculez la longueur, ça c'est très facile. Okay. Vous avez juste à sommer toutes les longueurs consécutives sur le tour et vous gardez le tour qui réalise le minimum de la longueur. Donc la question là-dedans c'est, il y en a combien des permutations des villes? D'accord? Combien il y en a de ça? Et il y en a combien des permutations sur un ensemble à n éléments? Il y en a factoriel n. Ok? Pourquoi il y en a factoriel n? D'où il sort ce factoriel n? Donc factoriel n, je pense que vous vous rappelez tous de la formule quand même, c'est n fois n-1 fois n-2, etc. fois blablabli jusqu'à fois 1. Pourquoi est-ce qu'il y en a ce nombre-là? Parce que formant toutes les possibilités de permutation. Pour former une permutation, vous devez déjà commencer par choisir la première ville de la permutation. Okay. Première ville, combien de choix possibles? N choix possibles, il y a n villes. Ok. Deuxième ville, pour chaque choix que vous avez fait pour la première ville, vous avez combien de choix pour la deuxième? N-1 choix possibles.
Okay. Donc pour chacun des n choix, vous avez n-1 choix possibles pour la deuxième. Et ensuite, vous en avez plus que n-2, donc fois n-2, etc. Jusqu'à ce que vous ayez pris les n-1 premières villes, pour la dernière, il n'y a plus qu'un choix. Okay. Donc voilà pourquoi le nombre de permutations, c'est factoriel n. Alors, factoriel n comparé à 2 exposant n. Bon, factoriel n, on sait que c'est grand, mais 2 exposant n, c'est grand aussi. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Donc ça c'est la complexité. Okay. Donc cette étape-là, elle prend O de n. Et là, il y en a factoriel n possible. Alors, ça suppose qu'on est capable de toutes les énumérer en temps factoriel n. Ça, j'en sais rien. Je ne mets pas ma main au feu de ça. Mais grosso modo, la complexité de l'algorithme, elle va être en factoriel n. Comment ça se compare à 2 à l'exposant n? Nous, on va faire un algo en 2 exposant n. Est-ce que vous savez? Est-ce que c'est beaucoup plus grand, pas beaucoup plus grand, un peu équivalent à un polynôme près? Factoriel n, c'est grand comment? C'est de l'ordre de n puissance n. Exactement, très bien. Je vais dire des choses compliquées pour en arriver juste à ça. Ce qu'il faut garder en tête, c'est ce que tu viens de dire. Il faut savoir que c'est de l'ordre de n exposant n. Okay. Pourquoi ça, en maths, vous avez une formule qui est l'équivalent de Stirling qui vous donne que c'est exactement équivalent à ça lorsque n tend vers l'infini. Okay. Et là-dedans, vous voyez qu'il y a beaucoup de trucs polynomiaux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ici, vous avez un n à exposant n. Donc, entre n exposant n et 2 exposant n, je pense que vous sentez bien que remplacer le 2 par un n dans la base de l'exponentielle, ça rend les choses beaucoup plus grosses. Okay. Donc c'est beaucoup plus gros. Peut-être on pourrait faire un petit calcul pour s'en convaincre. La dernière fois, on avait calculé que pour un algo de complexité 2 à l'exposant n, on allait arriver à le traiter pour des n qui valaient environ 50. Je me rappelle de ça. Et nous, on avait fait du 1.45 à l'exposant n, on avait dit on va arriver à faire 75. Avec du n à l'exposant n, on ferait un algo qui a on arriverait à traiter n qui a quelle taille? Alors même, je ne suis même pas obligé de prendre n exposant n avec factoriel n. Tiens, avec factoriel n. Si vous vous rappelez le truc que j'avais dit, j'avais pris un point de repère, j'avais dit quand je fais des algos quadratiques, je sais que je peux traiter entre 100 000 et 1 million de sommets en des temps de l'ordre de la semaine. Donc ça fait, mettons 1 million, on va prendre le truc à la louche, 1 million au carré, ça fait 10 à l'exposant 12 opérations pour l'algo. Donc la question c'est quand est-ce que factoriel n devient de l'ordre de 10 à l'exposant 12? Okay. Donc 1 million, 2 millions. Eh bien on va y répondre grâce à un outil très sophistiqué qui s'appelle Calculator. Il y a une approche qui ressemble à celle que je vous ai décrite pour résoudre le problème d'optimisation. On va essayer tous les nombres. Par exemple, est-ce qu'on peut faire pour 10 sommets? Oui. Est-ce qu'on peut faire pour 11 sommets? Ah oui, mais c'est déjà 39 millions. Pour 12 sommets? Oui. Pour 13? Là, on en est déjà à 6 000 millions. J'ai dit que j'allais jusqu'à 1 million de millions. 14. Ah, on s'approche là. 15. 10 à l'exposant 12. Ça y est, on y est. Donc, on va pouvoir le faire pour environ n égale 15. Pourquoi j'ai pris le temps de rentrer tous les nombres à la main? Parce que je me doutais que quand vous allez me voir taper 10, 11, 12, vous allez vous dire, ben, on n'a pas fini. Vous voyez la vitesse à laquelle elle monte, l'exponentielle? C'est ce que je vous avais expliqué déjà, pardon, la factorielle, c'est ce que je vous avais déjà expliqué pour l'exponentielle. Il y a une espèce de barrière qui est que cette fonction, elle croît tellement vite que c'est pas parce que vous y arrivez pour 40 que vous allez y arriver pour 50. Okay? Dans les algos normaux, si vous y arrivez pour 100 000, vous y arrivez pour 100 000 plus 50, et même pour 110 000. Okay, vous prenez un peu plus de temps dans les algos quadratiques ou quoi.
Mais là, ça croît tellement vite que passer de 40 à 50, c'est possible et impossible. Je vous avais fait le truc la dernière fois, il fallait attendre des milliers d'années. Okay, donc là, c'est pareil. On peut espérer le faire pour n égale 15, mais si je le fais, par exemple, pour finir de vous en convaincre, je le fais pour 17. 17, c'est déjà 100 fois ça. Donc moi, je vous ai dit, c'est de l'ordre de la semaine, j'estime, ce qu'il faut attendre pour résoudre ça. 100 semaines, ça fait déjà 2 ans. Je commence à trouver le temps long quand même pour attendre la réponse à mon algo. Ok, donc factoriel n, c'est vraiment rédhibitoire. On peut traiter que des toutes petites instances. Déjà, 2 exposants n, c'est mauvais, mais ça devient plus réaliste. Et puis, moi, ça va me permettre de vous illustrer le problème, la technique de la programmation dynamique. Donc c'est ça qu'on va faire. On va faire un algo exponentiel pour faire tomber le factoriel n en 2 à l'exposant n. Donc là, pourquoi? Pour finir le truc. Qu'est-ce qui fait que ce problème, l'approche brute force, elle est plus difficile que les autres? Parce que la plupart des problèmes qu'on m'a rencontrés, l'approche brute force, elle sera en 2 exposant n, ou exponentielle en tout cas. Qu'est-ce qui fait que là, c'est plus difficile? Pourquoi je tombe sur du factoriel? L'ordre est important. Exactement, parce que l'ordre est important. Là, une solution, vous ne pouvez pas juste me la donner par un ensemble. D'accord? Un stable max, c'était, vous me donnez un ensemble, je vérifie que c'est un stable max, ok, c'est ça la solution, c'est l'ensemble des points qui est stable. Là, ce n'est pas des ensembles les solutions, c'est des ordres sur les villes. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus, parce que des ordres, il y en a beaucoup plus que des ensembles. Il y en a factoriel n contre 2 exposants n. Ok, donc au fond, c'est ça qui fait que le problème est plus difficile. On va le résoudre par la programmation dynamique. Qu'est-ce que c'est la programmation dynamique? Ça a été inventé par Richard Bellman dans les années 50. L'idée de ce paradigme, c'est de stocker dans une table tous les résultats intermédiaires des calculs et de se baser sur ces résultats intermédiaires pour déduire les résultats intermédiaires un peu plus gros. Ça ne marche pas tout le temps, mais souvent, parfois, on peut faire ça. Okay. Donc il y a 2 façons de présenter cette idée. Il y a une façon bébête qui est de dire c'est du remplissage de table. Et au fond, c'est que ça. Okay. Donc vous allez résoudre plein de sous-problèmes pour résoudre votre problème. Vous allez résoudre plein de sous-problèmes et vous allez stocker dans une table toutes les solutions à ces sous-problèmes, et ça, vous espérez que ça va vous aider à résoudre les sous-problèmes un peu plus gros jusqu'à résoudre le sous-problème tout entier qui est votre problème initial. Okay. Donc c'est bêtement stocker les résultats dans des tables, c'est ça l'idée. L'idée plus fondamentale qu'il y a derrière, en réalité, moi c'est comme ça que je vous propose de le voir, c'est d'échanger de l'espace contre du temps. Ça déjà on voit que c'est plus intéressant. C'est-à-dire que là, on va faire des algos qui prennent beaucoup d'espace parce qu'ils remplissent des tables, des énormes tables, mais ça nous fait gagner du temps parce qu'on a accès direct à ces résultats intermédiaires pour en déduire les résultats intermédiaires un peu plus gros. Parce qu'on les a stockés, on ne va pas les recalculer. Okay, je sais que le résultat sur ce petit sous-problème, c'est ça. Donc si je rencontre ce petit sous-problème encore une fois plus tard en résolvant un problème un peu plus gros, j'irai directement récupérer la solution. C'est quoi l'optimal sur ce petit sous-problème? Je n'aurai pas à la recalculer. C'est comme ça que je gagne du temps. Donc on gagne du temps en stockant des résultats et en évitant du coup de les recalculer. Alors ça a une importance quand on les stocke dans une table, qu'on les stocke dans une structure qui nous donne un accès rapide à ce que je veux connaître. Quand je veux connaître l'optimum sur ce sous-problème, il faut que ça soit en temps constant, que je puisse aller récupérer le truc que j'ai déjà calculé pour ce sous-problème. Il ne faut pas que je passe des plombes à chercher dans ma collection de tous les sous-problèmes que j'ai déjà traités. Donc le fait que c'est indexé de façon efficace et que je puisse avoir accès dans une table a une importance là-dedans. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, pour pouvoir faire ça? Ben, il faut qu'il existe une espèce de formule de récurrence. D'accord ? En fait, on peut le voir comme ça aussi. La programmation dynamique, c'est la formule de récurrence pour faire marcher les programmes. Et la formule de récurrence, elle se fait sur quoi? Sur ce que j'ai appelé les résultats intermédiaires. J'aurais pu appeler ça plutôt les résultats sur des sous-problèmes. D'accord ? Des problèmes plus petits. Par exemple, dans notre problème à nous,
je veux le tour optimal sur n villes, ben, je vais calculer peut-être le tour optimal sur 4 villes d'abord, sur ces 4 villes, puis sur ces 4 villes, puis sur ces 4 villes, puis après sur 5 villes, sur 5 villes, sur 5 villes. C'est ça les sous-problèmes. C'est l'instance du même problème en gros, mais sur des instances plus petites. Okay. Et ça, j'espère que stocker ça va m'aider à résoudre le gros problème sur mes n villes. Pour que ça marche, il faut une espèce de formule de récurrence qui me dit le problème de taille k, je peux le déduire des résultats des sous-problèmes de taille K-1, K-2, K-3, K-4. D'accord ? Récurrence forte en mathématiques. Ça, c'est pas toujours le cas. Et il faut qu'il y ait peu de temps de calcul, évidemment. Ça veut dire qu'il faut que je puisse déduire, à partir de ces résultats pour les sous-problèmes, il faut que je puisse déduire le résultat pour le sous-problème un peu plus gros de manière efficace, disons polynomiale. Et puis surtout, il faut que j'arrive à le faire sans stocker trop de résultats intermédiaires pour que la complexité en espace, elle n'explose pas non plus. Et qui soit indexé efficacement pour que je puisse aller chercher rapidement ces résultats intermédiaires. C'est quoi le gain par rapport à l'approche brute force ? C'est que comme on stocke les résultats intermédiaires et qu'on peut s'en resservir, ben on ne perd pas de temps à recalculer tous ces résultats intermédiaires. Tout résultat de sous-problème sur lequel on est déjà passé est stocké et on n'a pas besoin de le recalculer plus tard. Il y a toujours une contrepartie. Dans la vie, quand on gagne quelque chose d'un côté, on perd quelque chose de l'autre. Il suffit de savoir ce qui nous importe le plus, ce qu'on gagne ou ce qu'on perd. Là, la contrepartie, c'est que ça prend beaucoup d'espace. Mais donc, c'est le deal au départ. C'est troquer, payer en espace pour gagner en temps. Ce qui est déjà beau qu'on puisse faire ça. Okay ? Parce que si c'est déjà pas gagné, que je puisse accélérer les choses en acceptant de prendre plus de place de stockage. Ça marche si je peux faire de la programmation dynamique. Ok. Question sur ça, sur l'approche générale, ou sur le problème, la définition du problème de tour minimum sur n ville. T'as une question ? C'est juste pour ça. Ce qui est pour l'approche dynamique, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné qu'on va stocker à chaque fois les résultats pour chaque étape de la distance, si j'ai bien compris, on va filtrer pour éliminer les distances qui nous paraissent trop grandes pour éliminer. Alors, attends, regarde, là j'ai parlé du principe général, on va l'instancier de suite sur le problème, tu vas voir exactement ce qu'on va faire dans ce cas-là. Et ça va peut-être te répondre à ta question, te donner un exemple de comment on le met en œuvre sur un problème concret. Alors allons-y, faisons la programmation dynamique pour le problème du voyageur de commerce. D'abord, je vous fais remarquer une chose toute simple, c'est qu'on peut toujours commencer le tour sur la ville de notre choix. Okay ? Je peux toujours commencer tous les tours sur cette ville, la ville où j'habite par exemple. Pourquoi ? Parce que de toute façon, si je trouve un tour optimum qui commence par une autre ville, d'accord, qui ne commence pas par C1, qui commence par C4. Bon, mais de toute façon, je pars de C4 et je reviens à C4. Donc au milieu, je suis passé par C1. Donc je peux faire exactement le même tour de la même longueur en partant de C1 et en revenant à C1. Okay ? Donc je ne fixe rien, je ne perds rien des solutions optimales en fixant une fois pour toutes le fait qu'en fait moi je vais m'intéresser seulement aux tours qui partent d'une ville donnée. Je peux toujours faire ça. Donc je choisis que tous mes tours partiront de C1. Il n'y a pas de tours qui partent de C2 ou de C4, il n'y a que des tours qui partent de C1. Ça va nous fixer un peu les choses dans la récurrence. Voilà la définition du sous-problème. Vous allez voir que définir le sous-problème, c'est déjà un peu le cœur de l'histoire. Est-ce que je peux définir un sous-problème justement qui va m'aider à calculer pour les sous-problèmes plus gros ? Ce n'est pas forcément le problème direct. En l'occurrence ici, le sous-problème qu'on va considérer, c'est ça. Si vous me donnez un ensemble S des villes de C2 à Cn, donc j'ai exclu la ville dont je pars, vous me donnez un ensemble des villes restantes, et une ville dans cet ensemble, je vais m'intéresser à calculer l'optimum d'un tour qui part de C1, parce que tous mes tours partent de C1, visite toutes les villes de l'ensemble que vous m'avez donné, dans l'ordre que je veux, mais finit forcément par la ville CI que vous m'avez donnée. Okay ? Donc c'est ça le sous-problème. Je pars de C1, qui est fixé, vous m'avez donné un sous-ensemble de villes à visiter, mettons celui-là, et je dois les visiter toutes et finir en plus dans la ville que vous m'avez donnée. Donc je dois finir, j'ai pas le choix, je dois finir là. Okay ? Donc par exemple, je peux faire comme ça. Ou je peux faire comme ça. Ok ?
Ok. Mais je dois commencer là, finir là, et entre les deux visiter exactement l'ensemble S. Toutes les villes de S et seulement les villes de S. Okay. Donc c'est ça mon sous-problème. Du coup, il y a deux données, il y a l'ensemble S des villes et la ville sur laquelle je finis qui appartient à S. Le truc important à noter, c'est que CI appartient à S. Okay. Donc je vais considérer ce sous-problème et on va calculer la solution pour tous ces petits sous-problèmes et vous allez voir qu'on va déduire la solution pour le problème optimal. Pardon, pour le problème général. Donc la formule de récurrence, déjà, il faut les initialiser, les formules de récurrence. S'il y a une seule ville dans l'ensemble S, ça veut dire qu'en particulier CI est fixé, c'est la seule ville de l'ensemble S. Quand je demande l'optimum pour, en partant de C1, parcourir toutes les villes de S qui ne contiennent qu'une ville, c'est CI, ben c'est facile, il suffit d'aller de C1 à CI et ça prend distance de C1. Pourquoi j'ai marqué CJ? C'est CI. Ok? Ça prend distance de C1 à CI. Donc quand dans l'ensemble S, il n'y a qu'une ville, la solution, elle est évidente, c'est la distance entre C1 et cette ville. Donc ça, c'est l'initialisation de ma récurrence. Ok pour vous? Rappelez-vous la définition. Je pars de C1, qui est sous-entendu, j'arrive à CI en visitant tout S, mais dans S, il n'y a que CI, c'est bon. Alors, si S, il y a plus qu'une ville dedans, comment est-ce que je peux arriver à déduire ce truc-là en fonction des problèmes plus petits? L'idée, elle est toute bête. C'est de dire que si vous allez de C1 à C, elle s'appelle comment? CI ou CJ? Donc CI. De C1 à CI, en devant visiter toutes les villes de l'ensemble S. Ok? Vous voulez trouver l'optimum pour faire ça. De toute façon, l'optimum peut faire ce qu'il veut. Juste avant de visiter CI, il a visité une autre ville juste avant. Okay? Il y a une ville sur l'optimum qui est juste avant d'aller à CI. Donc en fait, le tour optimum, il a fait, mettons que c'est celle-là par exemple, mettons que c'est CJ. Okay? À la fin, il a fait CJ-CI, il était parti de C1 et après il a fait ce qu'il voulait entre les deux. Si l'optimum, il y a forcément un CJ par lequel il passe juste avant CI. Donc, si l'optimum entre C1 et CJ, il a visité tout ça et il a fait un tour optimum qui commence en C1, qui finit en CJ et qui visite tout ça. Donc moi, je vais essayer, je vais dire, ok, s'il finit en CJ, s'il finit par CJ, ben c'est le tour optimum qui allait de C1 à CJ plus CJ-CI. S'il finit en CJ', c'est le tour optimum qui a tout visité jusqu'à CJ' et qui a fini par CJ'-CI. Ok? Et j'essaye toutes les possibilités. Quelles sont toutes les avant-dernières villes possibles? C'est ça que dit ma formule. Elle dit que il y a une ville CJ juste avant, CI, que le tour il a fini par aller de CJ à CI, et qu'avant il avait fait quoi? Il avait fait ça. C'est-à-dire il était parti de C1, il était allé en CJ en visitant toutes les villes de S sauf CI qu'on a gardé pour la fin. Il est parti de C1, il a visité toutes les villes de S sauf CI et il a terminé sur CJ. Okay? Il a forcément fait un truc optimum parce que s'il ne fait pas un truc optimum sur ça, ben, ce n'est pas le tour optimum pour aller de C1 à CI. Donc moi, je calcule pour chacun des CJ du coup la meilleure solution dans l'avant-dernière ville est CJ, la meilleure solution dans l'avant-dernière ville est CJ, c'est ça, et je prends le minimum pour tous les CJ. Je prends ce qui est le mieux. C'est quoi le mieux pour l'avant-dernier saut? Est-ce que c'est d'être sur CJ ou sur CJ'? Ben, je prends le minimum. Donc c'est ça qu'elle dit ma formule. Est-ce que vous comprenez cette formule et les explications que j'ai données pour expliquer? Oui, non, peut-être, pas aujourd'hui, c'est trop tôt, je suis fatigué, j'ai mal au ventre, je comprends rien, c'est pas clair, le micro est trop fort, vous parlez mal. Ça va cette explication? C'est ok? Ouais? D'accord. Donc c'est ça le cœur de l'histoire, ben ça y est, on a fini en fait. Quand on a fait ça, on a trouvé la formule de récurrence, vous voyez, je résous le problème sur S
à partir des... Ah oui, alors pardon, à la fin, il faut que je pointe que du coup, je le résous à partir des problèmes sur S privé d'un truc. Donc les problèmes de taille 1 de moins. Si je connais la solution optimale sur tous les problèmes de taille 1 de moins, j'en déduis la solution optimale sur les problèmes de taille 1 de plus. Okay, c'est grâce à cette formule. On va s'intéresser après à voir combien de temps il faut calculer pour calculer cette formule dans l'algo. Mais on sent que ça va être quand même polynomial. Pourquoi ? Parce que j'ai accès direct à ces machins-là, je les ai stockés dans une table. Et du coup, pourquoi est-ce que ce sous-problème, alors qui n'est pas exactement le problème initial, pourquoi est-ce qu'il permet de résoudre le problème initial global ? C'est parce que moi, l'optimum auquel je m'intéresse, ben, je peux dire pareil. Il part de C1, il finit en C1, juste avant il a visité une ville CI, et donc l'optimum c'est le meilleur tour qu'il pourra faire pour aller de C1 à CI, plus faire le saut de CI à C1. Okay. Et j'essaie toutes les possibilités pour CI. Donc je fais la même formule de récurrence que là, à partir du truc de taille le plus gros possible, là, de taille n-1, et en fait j'en déduis ce qui m'intéresse, l'optimum sur le problème de taille 1. Okay. Là, je vous fais remarquer que là, il y a n-1 ville. Okay. Là, du coup, si je dis que dans S, il y en a K, dans S moins machin, il y en a K-1. Donc, je résous le problème de taille K à partir du problème de taille K-1, des problèmes de taille K-1, et à la fin, j'ai l'optimum sur les n villes à partir de l'optimum sur les n-1 villes. C'est exactement la même formule et c'est la même explication. Donc ça permet bien de résoudre le problème optimal qu'on s'était posé. Ben, une fois qu'on a ça, on a tout, on n'a plus qu'à le mettre dans un algo. Et l'algo, du coup, c'est ça. C'est de dire initialisation. Je calcule le truc trivial là, pour tous les ensembles de taille 1. On a dit l'optimum pour visiter tout CI et terminer en CI, ben, c'est la distance de C1 à CI. Okay, donc j'ai initialisé ma table sur les problèmes de taille k égale 1, c'est ça que ça veut dire. Et ensuite, je vais faire pour tous les j de 2 à n-1, je vais, en fait, donc le j c'est le cas là, en fait, hein, pour tous les j de 2 à n-1, je vais calculer l'optimum pour tous les ensembles S qui sont des sous-ensembles de taille j, de mes villes, d'accord, de C2 jusqu'à Cn. Et comment je fais pour ça ? Ben, j'utilise la fonction de récurrence qu'on a vue juste avant. D'accord ? Donc je dis l'optimum pour SCI, c'est cette formule de récurrence. Okay ? Et à la fin, je termine par retourner la formule qu'on a vue là, juste ici, celle-là. Okay. Donc là, c'est vraiment, c'est tout bête, il n'y a rien, c'est juste que j'ai mis ça dans un algo. On pourrait s'intéresser à sa complexité. Ouais, on va commencer par ça. Commençons par la complexité. Quel temps ça prend de faire tout ça ? De faire ça prend quel temps ? Pour i de 2 à n, je fais un tableau reçoit une valeur grand O de n. Pour j de 2 à n-1. Donc là, je vais le faire pour tous les j. Et à chaque fois que je suis pour un j, je vais le faire pour tous les sous-ensembles de taille j. Donc en tout, ça, là, je vais le faire combien de fois là ? Si je considère tous les j et tous les s, du coup, je vais le faire pour tous les sous-ensembles possibles, tous les s inclus dans ces deux Cn, en fait. C'est ça que je vais faire. Qui sont de taille au moins 2. C2Cn, tel que S est de taille supérieure ou égale à 2. Il y en a combien des ensembles, des sous-ensembles de C2Cn, donc il y a n-1 éléments là, qui ont taille supérieure ou égale à 2. Des ensembles sur n-1 éléments, il y en a combien ? Là, ça doit fuser. Sous-ensemble sur n-1 éléments. 2 puissance n-1, réflexe. Ok ? Mais là-dedans, ça compte le vide et l'ensemble tout entier. Est-ce que le vide y est ? Alors l'ensemble tout entier, est-ce que S égale l'ensemble tout entier de C2Cn est admissible ? Oui, ça c'est admissible. Est-ce que S égale vide est admissible ? Non. Donc j'enlève l'ensemble vide. Est-ce que
et là j'ai pris tous les sous-ensembles de taille supérieure ou égale à 2. Donc j'enlève aussi ceux de taille 1. Il y en a combien des tailles 1 dans un ensemble de taille n-1? Il y en a n-1. Donc j'enlève n moins 1 comme ça. Okay, donc ça me fait 2 à l'exposant n-1 moins n. Je fais ça pour vous faire la gymnastique, mais en fait je m'en moque du moins n. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'en gros c'est 2 exposants n. Donc là il y a 2 exposants n ensemble, et pour chacun de ces ensembles, je vais faire cette formule de récurrence. Combien de temps ça me prend si S est de taille si A est de taille K? Combien de temps ça me prend de calculer ce machin-là? Alors déjà, je vous fais remarquer que la boucle, si S est de taille K, la boucle, je la fais K fois. À l'intérieur de la boucle, combien de temps ça me prend de calculer le minimum? Tout ça, c'est constant. Ça, c'est dans un tableau, j'en sais dans le temps constant, ça, c'est constant. Ce qui me coûte cher, c'est de calculer le minimum. Donc, il faut que je passe sur tous les objets. Donc, c'est-à-dire, là, il y en a K-1, d'accord, des CJ dans S. Donc, pour calculer le minimum, ça va me coûter K-1. Et là, je fais K fois ça. Je le fais pour tous les CI. Donc, au total, ce truc-là, là, il va me coûter, grosso modo, K carré. Pour un ensemble S de taille K. Du coup, je suis déçu de vous avoir fait compter ça de manière globale. On va faire les deux. Si je m'intéresse au nombre d'ensembles S de taille exactement K, il y en a combien? Il y en a K parmi n-1. Ok. Et moi, je suis en train de dire, pour chacun de ces sous-ensembles S, la boucle intérieure, elle va me coûter K carré. Donc ma complexité, au final, c'est ça. C'est la somme pour K égale 2 jusqu'à n-1 de ce truc-là. Si je suis rigoureux, c'est ça. En fait, de l'exprimer comme ça ne fait rien gagner. Parce que vous savez que la somme des nombres de combinaison, ça fait combien? La somme des CIN pour I égale 0 jusqu'à N, ça fait combien? Ça fait 2 puissance N, parce que ça, c'est exactement le nombre d'ensemble. Parce que CIN, ça vous compte le nombre d'ensemble de taille I. Donc si vous sommez sur tous les I, ben, ça vous compte le nombre d'ensemble, c'est 2 exposants N. Ok. Donc en fait, ça, je ne saurais pas faire mieux quand même qu'au final de le majorer par le K carré, je le majore violemment par N carré, et je me retrouve avec n carré de l'exposant n. Okay. Donc ça, c'est la complexité de l'algo. C'est ce que j'avais appelé, si vous vous rappelez, donc tout ça, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, grand taux de n carré de l'exposant n, j'avais appelé ça grand taux étoile. Grand taux étoile, vous vous rappelez ce que ça veut dire? Grand taux, j'ignore les constantes multiplicatives. Grand taux étoile, j'ignore les polynômes multiplicatifs. Donc le n carré, là, il passe dans l'étoile. Okay, c'est quand je m'intéresse à des trucs de complexité exponentielle, je me moque des polynômes multiplicatifs. Je vous avais expliqué pourquoi, parce qu'ils sont dérisoires devant un tout petit changement de la base de l'exponentielle. Si à la place de 2, je mets 2,0000001, d'accord, le polynôme il dégage. Ok, donc voilà la complexité de cet algo, c'est du grand taux étoile de 2 exposants n. Donc il y a une étoile, il y a un petit polynôme devant qui est pas plus gros que n carré, en tout cas. La complexité spatiale. Quelle place ça prend de stocker ça? Eh bien, on va voir ce qu'il y a à stocker. Nous, on veut une case pour chaque S et pour chaque ville de S. D'accord? Donc, ça veut dire que pour un ensemble S de taille K, comme d'habitude, ça me fait que j'ai K cases. Ok? Donc, j'ai combien d'ensembles S de taille K? Je viens de le dire. J'en ai comment en choisir K parmi n-1. Ça, c'est la place que me prend de stocker toutes les cases pour les ensembles S de taille K. Donc je somme ça pour K égale 1 à n-1. Je pense que le maximum c'est pour n-1. Et voilà, ça me fait ça. Voilà la place que ça prend si je stocke
tous les résultats intermédiaires. Ça veut dire pour chaque S et pour chaque CI qu'il contient, donc si S est de taille K, il y a K trucs, voilà, je vais stocker K cases. Et ici, K optimum. Et ici, ça c'est le nombre de S de taille K que je vais avoir à considérer. Okay. Ce truc-là, du coup, quelle est sa... Maintenant, vous êtes habitué, quelle est sa taille? À la louche, la somme pour K est égale à 1 de n-1 de ce truc-là fait du 2 à l'exposant n, ou n-1, mais on s'en moque, c'est pareil. Et ce truc-là, je peux le majorer par n, donc ça, c'est clair que c'est n2 à l'exposant n. Okay, donc stocker tous les résultats intermédiaires, c'est énorme, ça prend aussi un espace exponentiel. En même temps, exponentiel, je sais que ça pose problème. Un espace exponentiel, je pense que ça pose problème aussi. Mais là, ça prend un espace exponentiel. Ah, attendez, j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai une super idée. Ah, vous allez m'adorer, regardez. On va sauver beaucoup d'espace. En fait, je m'aperçois que la formule de récurrence, pour le truc de taille K, j'ai besoin que de connaître le truc de K-1. Okay, la formule de récurrence, c'est pas une récurrence forte. C'est pas, elle me dit la solution de taille K en fonction de toutes les solutions avant de K-1, K-2. Non, elle utilise que les solutions de taille K-1. Okay, ça, c'est de taille K-1. Ça, c'est de taille K. Du coup, c'est génial. Je peux jeter toutes les solutions de taille K-2, K-3, K-4, K-5. Moi, à la fin, ce qui m'intéresse, c'est l'optimum global. Donc je vais retenir juste les résultats intermédiaires de l'étape d'avant, du K-1 d'avant. Je n'ai pas besoin de retenir toute l'historique en fait. Donc comme ça, je vais gagner beaucoup d'espace. Je vais gagner beaucoup d'espace, oui. À chaque instant, quand j'en serai à K, je vais retenir le truc de taille K-1. Ça va me coûter ça, d'après ce qu'on vient de dire. Ok, j'ai plus la somme. J'ai juste K-1 fois ça. Ça c'est la taille prise par le stockage de toutes les solutions de taille K-1, par le stockage de toutes les sols de taille K-1. Ok, je viens de dégager toutes celles de taille K-2, K-3, ça fait beaucoup d'espace sauvé. Ouais, ça fait beaucoup d'espace sauvé. Mais si ça là, ça peut être quoi sa taille au pire? Comment? Exactement, ouais. Si vous pensez à la table là avec, comment ça s'appelle, le triangle de Pascal ou je sais pas quoi, vous avez le nombre de combinaisons. Vous savez que le nombre de combinaisons de 0 pris parmi n, ou de 1 pris parmi n, on va faire plus simple, de 1 pris parmi n, c'est n. Le symétrique, n-1 parmi n, c'est n aussi. Vous choisissez celui que vous dégagez. Donc vous savez qu'ils sont symétriques comme ça. Et en choisir 1 parmi n, il n'y a que n possibilités. En choisir 2 parmi n, il y en a déjà une carrée. En choisir 3 parmi n, il y en a une cube. Donc en fait, ça monte. Et puis c'est symétrique. Ça monte. Et puis après, ça redescend. Donc là où ça vaut le pire, c'est au milieu. En gros, c'est quand K vaut n sur 2. C'est quand K-1 vaut n-1 sur 2. D'accord? Donc le pire, c'est pour K-1 égale n-1 sur 2. C'est là où le nombre de combinaisons il est le plus gros. C'est au milieu. C'est quand je fais des ensembles de la taille de la moitié, c'est là qu'il y en a le plus. Il y a plein de solutions, il y a plein de façons de choisir des ensembles de taille la moitié de mon ensemble, de mon gros ensemble. Et ça vaut combien? Ça vaut à peu près 2 à l'exposant n. Divisé par 2. Ouais, mais divisé par 2, moi je m'en moque, d'accord, je dégage les constantes, je dégage même les polynômes. Donc en fait, ça, malheureusement, ce truc-là, c'est n sur 2 sur n, c'est encore de l'ordre de 2 à l'exposant n. Peut-être moins 1. Donc en fait, j'ai gagné beaucoup, mais en fait, en théorie, ma borne, elle n'est pas meilleure. Il y a un moment donné où ce truc-là, au milieu, quand je suis au milieu, il vaut 2 à l'exposant n. Donc il y a un moment donné quand même où j'aurais besoin d'un espace de stockage de l'ordre de 2 à l'exposant n, quand K-1 vaut la moitié de n-1. En plus, j'ai oublié un peu le fait qu'en fait, j'en stocke 2. Je stocke K-1 et K. Parce qu'il y a celui sur lequel je me base, que j'ai déjà calculé, et il y a celui que je suis en train de construire. Donc j'ai de l'espace réservé pour les deux. Donc en fait, là, mon calcul est un petit peu il en oublie la moitié, mais ça fait pareil. Okay, le moment le pire, c'est quand ils sont au milieu tous les deux, le K-1 et le K. Okay.
Ok, donc c'était une super idée, mais en fait, ça marche pas. Ça fait quand même de l'ordre de 2 à l'exposant n lorsque j vaut la moitié de n. Okay. Dommage. Donc finalement, vous avez pas de raison de m'adorer. Vous pouvez continuer comme avant. Donc au pire, à un moment donné, ça va nous faire cette taille-là, et c'est là où le bas blesse, j'ai écrit, parce que, comme je vous ai dit, ça peut être problématique quand même de stocker cet espace-là. Ben, on va voir si c'est vraiment problématique. Vous espérez travailler avec des... Donc moi, pour que ça aille vite, normalement, il faut le stocker en RAM. Vous espérez travailler avec des machines là qui ont des RAM de combien? Si vous avez à calculer un gros truc comme ça. Demandez ce que vous voulez, mais qui existe, qu'on peut acheter. Pas où il faut avoir un compte au Cines ou je sais pas où pour avoir accès à un supercalculateur. Une machine que je peux acheter même très cher. Vous voulez combien de RAM? Vous savez pas combien on peut avoir de RAM? Combien tu dis? 60 gigas. 512, je pense super. Je sais pas, moi je suis resté à moins que ça, mais je suis resté sur de l'ordre de 16 gigas, 32 gigas, 64. J'ai déjà vu des machines comme ça. Des fois je calcule sur des machines comme ça, qui sont détenues par mon laboratoire, qui ne m'appartiennent pas. Donc on peut dire ça, on peut dire un truc, même si c'est 2 fois plus, si c'est 120 gigas ou quoi, je sais pas, mais ça reste de l'ordre de quelques dizaines ou une centaine ou de gigas. On peut trouver des machines avec 1 Tera de RAM pour pas si faire que ça en vrai. C'est vrai? 1 Tera? Bah je prends alors, 1 Tera. Ok, 1 Tera de RAM. Ça nous fait combien? Des Tera. Moi, j'ai commencé, on comptait les trucs en kilo-octets. Kilo-octets, c'est 1000. Mégaoctets, c'est 1 million. Gigaoctets, c'est donc 1 milliard. Et donc, les Tera, c'est 10 à l'exposant 12. 10 à l'exposant 12. Vous savez que 10 à l'exposant 3, c'est 2 à l'exposant 10. Merci, mon Dieu, des mathématiques, à 24 près. Donc ça va me faire à peu près ça, 2 à l'exposant combien? Donc là, j'ai ça à l'exposant 4, donc ça va me faire 2 à l'exposant 40. Donc déjà, de base, l'espace, même si j'achète la super machine de votre camarade à 1 Tera de RAM, si je veux faire tourner mon algo, je ne pourrais pas aller au-delà de n égale 40, même avec 1 Tera de RAM. Alors que moi, en temps, vous vous rappelez, donc ça c'est la limite de l'espace. Ça. Limite à cause de la RAM. Okay, limite de l'espace. Et la limite du temps, on avait dit, la dernière fois, on avait calculé que c'était aux alentours de 50. De faire tourner un algo de temps exponentiel en temps raisonnable, on avait dit, allez, on peut faire n à peu près 50. Donc finalement, c'est quoi qui est le plus limitant? C'est l'espace. Donc c'est quand même chouette d'avoir pu troquer de l'espace pour gagner du temps, parce que vous avez vu, factoriel, c'est même pas la peine, on s'arrête à 15. Mais au final, on a tellement troqué que ce qui va nous poser problème à la fin, c'est l'espace. Okay. Et si vous stockez sur le disque, vous allez ralentir énormément votre algo. On dit que c'est un facteur 10 à 100. D'accord ? Ça va tourner 10 ou 100 fois moins vite si vous stockez sur le disque plutôt que sur la RAM. Et j'allais vous demander combien vous pouvez avoir espéré de disques. Alors pareil, de disques, je ne sais pas combien vous espérez, mais moi j'espère pas beaucoup plus d'1 Tera, quoi. De quelques Tera, mais... Okay. Donc ça ne change rien. Même si vous passez vos données sur le disque au lieu de les avoir dans la RAM, vous allez juste être plus lent, mais en fait, vous n'allez pas gagner de plus. C'est-à-dire que peut-être vous allez gagner 100 fois plus d'espace, mais vous allez être 100 fois plus lent. Donc ça va être exactement pareil. Okay. Du coup, ouais, l'espace, c'est vraiment limitant. Donc c'est bien de pouvoir échanger l'un contre l'autre, mais ça reste une limite quand même forte. Donc au final, retenez ça, la programmation dynamique, en stockant les résultats intermédiaires, elle vous permet d'échanger de l'espace contre du temps. Et du coup, dans ces cas-là, pour ce genre d'algo, on compte la complexité spatiale, qui est un truc qu'on ne compte jamais en algo. Mais quand on fait de la prog dynamique, en fait, on le compte parce qu'on sait que la complexité spatiale, elle devient un problème.
Pourquoi en général d'ailleurs on compte jamais la complexité spatiale des algos? Oui. En général, c'est pas ça qui est limitant. Oui, mais pourquoi? Pourquoi c'est pas ça qui est limitant en général? Parce qu'on ne stocke pas de résultats, pas beaucoup, mais bon, il y a un truc un peu plus fondamental qui fait que de toute façon, la complexité spatiale, même dans ce cas-là, hein, elle est contrôlée par quoi? Par la complexité en temps. À moins que vous réserviez de l'espace que vous n'utilisez pas, ce qui peut arriver dans certains cas. Mais dans la plupart des cas, vous réservez l'espace et vous allez écrire partout dans l'espace que vous avez réservé, vous allez écrire des données. Le temps qu'il faut pour les écrire, c'est au moins l'espace que ça prend dans ce cas-là. Du coup, la complexité spatiale, elle est toujours inférieure à la complexité en temps. D'accord ? Donc voilà pourquoi, en général, on s'en moque. On s'y intéresse que dans les algos exponentiels. Par exemple, si vous reprenez l'algo exponentiel de branching qu'on a fait pour la dernière fois, vous allez voir que la complexité spatiale, elle n'est pas du tout exponentielle. L'algo est exponentiel en temps, mais la complexité spatiale, elle reste polynomiale. Okay ? Il y a parfois, on s'y intéresse du coup que quand l'algo est exponentiel en temps, parce que c'est là qu'il y a danger qu'elle soit elle aussi exponentielle, et parfois, comme dans la programmation dynamique, elle est vraiment du même ordre que la complexité en temps. Donc là, c'est intéressant, ça veut dire que la programmation dynamique, quand je dis que ça stocke beaucoup, ça stocke autant en espace que le temps que ça passe à travailler. Okay ? Voilà pourquoi ça gagne du temps. Le trade-off entre je travaille longtemps en n'utilisant pas beaucoup d'espace, il est réduit à je travaille pareil que l'espace que j'utilise. Okay. Donc l'espace, c'est aussi une quantité critique dans les ordinateurs. Et puis alors, dès qu'on travaille sur des grosses données, même les stocker en RAM, des fois, c'est difficile. Hein. Même des gros jeux de données, vous ne les stockez pas entièrement en RAM. Ce qui pose plein de problématiques algorithmiques autres. Eh bien, on dirait que j'ai fini la première partie du cours. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, un peu raccourcie. On va faire 10 minutes aujourd'hui. Et je vous fais la deuxième partie du cours. Est-ce que vous avez des questions d'abord sur ce cours-là? Pas de questions? Allez, petite pause.